Bonsoir, c'est Naya, la sœur de Vesta. Je vais vous raconter la suite du fil rouge. La nuit noire de l'âme, partie 1. Katia n'aimait pas le mois de novembre, que dis-je, elle l'exécrait. La nuit noire de l'âme, la partie la plus douloureuse pour l'une des flammes jumelles, en l'occurrence Katia. Une période qui semble interminable, une période où vous perdez équilibre, une période où il vous manque une partie de vous-même, comme si la moitié de votre corps était vide de sens. Cette descente aux enfers était extrêmement douloureuse. Katia l'avait senti venir. Pourtant, elle devait s'estimer heureuse. Rodolphe ne l'avait pas coupée totalement des réseaux sociaux. Il continuait à lire ses messages avec gourmandise, même s'il ne répondait pas, et acceptait de lui parler téléphoniquement tous les 15 jours, parfois même. C'est lui qui appelait. Certainement par son empathie naturelle, mais aussi parce qu'il savait qu'elle traversait une période difficile. Bien qu'il soit distant, il était toujours présent. Oui, elle pouvait s'estimer heureuse, car elle savait qu'il était capable de couper le lien à tout moment. C'est comme cela qu'il faisait d'habitude, quand il ne pouvait plus supporter le niveau émotionnel qui s'imposait à lui. Sa force mentale lui permettait de ne pas souffrir. Ce n'était pas le cas de Katia. Elle devait se montrer forte face aux épreuves qui l'attendaient. Mais tous les soirs, elle déversait des torrents de larmes et faisait des cauchemars à n'en plus finir. Le plus douloureux fut certainement celui durant lequel le père de Rodolphe l'a pourchassé souhaitant sa mort. Elle ne manquait pas à Rodolphe. Il avait son travail, ses collègues, sa petite amie. Tout allait bien dans sa vie. Tout du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais était-ce véritablement le cas? Au terme d'environ 60 jours, elle le sentait revenir. Il avait des tics nerveux lors de leurs appels téléphoniques. Elle sentait qu'elle commençait à lui manquer. Elle le déstabilisait et cela lui plaisait. Elle souriait. Elle savait qu'ils allaient se revoir, mais quand? Combien de temps encore allait-elle attendre? 1 mois? 2 mois? Elle ne survivrait pas plus longtemps. Oui, il fallait qu'ils se voient pour qu'elle lui explique la nature de leur lien. Elle avait préparé un testament au cas où il lui arriverait quelque chose, avait choisi les morceaux de musique qu'elle souhaitait lors de ses obsèques. Cette preuve de courage surprendrait inévitablement Rodolphe, mais il avait été long, trop long, trop lent. Elle n'en pouvait plus. Décision, décision. Elle se donnait jusqu'à Noël pour pouvoir agir, à moins que... Non, ce n'était plus possible, à défaut de vivre avec lui eu égard à leur grande différence d'âge. Elle ne pouvait pas vivre loin de lui. Ne pouvoir vivre loin de lui, cela veut dire qu'elle sacrifierait sa carrière pour elle, et cela, elle ne le voulait pas. Il avait droit au bonheur, il avait droit à sa carrière professionnelle prometteuse et brillante. Elle allait changer le cours de son destin. Un jour, il lui avait dit, il faut bien vivre, mais vivre pour qui? Pourquoi? Il était sa flemme jumelle. Elle l'avait érigé tout en haut de sa structure pyramidale, juste devant son fils qui lui-même était placé au-dessus de son frère. Elle se sentait abandonnée, et pourtant, elle savait qu'il avait conscience de ce qu'il lui avait fait subir. Comment pouvait-elle accepter que son honneur la considère comme tout à chacun? Elle se sentait à terre, tirée vers le bas, en souffrance ultime. Jamais de sa vie elle n'avait autant souffert. Elle en voulait à l'univers, elle avait envie de le tuer et de se tuer à son tour, tels des amants maudits,
comme le fils de Sissi l'avait fait à Meyerling. Le pire dans tout cela, c'est qu'elle se disait non, c'est une trop belle personne. Elle avait senti le vent venir, non, il aurait une belle vie, sur tous les points. La blessure d'injustice l'envahissait. Oui, elle avait de la chance de l'avoir rencontré, et non, elle n'en avait pas, car elle était à l'automne de sa vie, lui au printemps. La colère et la tristesse envahirent son corps, tel un tsunami qui réduit tout sur son passage. Elle le maudit, l'accusa de tous ses maux, et se releva, et dit, d'accord, tu veux que je sois plus forte encore. C'est ça, n'est-ce pas, Rodolphe? Elle s'est assise à son bureau et écrivit les pages les plus noires de son livre. Bouleversant, absolument bouleversant. Katia était constamment dans l'émotion, lui dans le mental. Il fallait que cela change. Période difficile pour Katia, qui devait mener de front différents problèmes. Son divorce, ses parents qui se positionnaient en victimes, et le manque abyssal de pouvoir le voir en chair et en os, de pouvoir le sentir. Son odeur lui manquait furieusement. Ses batteries commençaient à se décharger. Ils n'avaient jamais été séparés aussi longtemps, et pourtant, comment ferait-elle lorsqu'il partirait à l'étranger? Il suffirait qu'elle soit domiciliée à proximité et qu'il lui rende visite de temps à autre, comme avant. Mais rien ne serait plus comme avant. Plus Katia réfléchissait à une explication cartésienne, plus la source frappait fort. Elle avait des douleurs dans l'abdomen, parfois, comme des coups de couteau lancinant, des palpitations. Elle ressentait des douleurs dans la région de son cœur. Si organisée, elle avait des problèmes de timing, de repères, et des pensées néfastes revenaient, telle la houle sur l'océan. Elle n'avait plus peur de mourir, mais l'envie. Les jours apparaissaient comme des éternités, et cette question chronophage, combien de temps allait-elle encore attendre? Elle appela des médiums, voulait savoir encore combien de temps. On lui disait d'être patiente, que le parcours des flammes jumelles était tracé de la sorte. Il fallait cela pour qu'il se rende compte de son erreur. Il reviendrait, car l'amour inconditionnel serait là. Encore un peu de patience. Les parents de Katia lui firent don d'une voiture. Par un jour de pluie, elle roula sur les routes sans savoir où elle allait. Elle roulait vite, très vite, trop vite. Elle entendait Rodolphe lui dire à son oreille gauche, toujours à son oreille gauche, le côté du cœur. Ne fais pas ça. Sois prudente. Reste concentrée. Se mettre en danger était la seule et unique manière de l'entendre, affligeant. Mais elle avait besoin de lui. Il lui manquait tellement. Un médium particulièrement doué l'aida beaucoup à traverser cette période difficile. Il lui conseilla même des livres à lire, des musiques à écouter, des séries à regarder. Il était presque devenu un ami, cet inconnu à qui elle pouvait tout dire. Il lui fit part de ses expériences personnelles. Il était tellement fort qu'il arrivait à deviner, à voir les expressions de son visage lorsqu'ils conversaient ensemble. Elle ne l'oublierait jamais. Elle lui exprimait sa gratitude à chaque fois qu'ils se quittaient. Souvent, elle était triste quand elle appelait, mais dès qu'elle entendait sa voix, elle avait envie de rire. Il la détendait, donnait libre cours à la discussion. Le mois de novembre, elle l'exécrait, mais là, c'était le pompon sur la Garonne. Et pourtant, c'était le mois 11, le chiffre des flammes jumelles. Elle espérait donc une action de sa part durant ce mois particulier. On approchait de la mi-novembre. Au début du mois, il lui avait parlé de Noël. Elle attendrait Noël, date fatidique pour elle. Noël, le symbole ultime pour les flammes jumelles, que Dieu l'entende. Ce qui était étrange, c'était sa sortie en boîte de nuit la veille. Un homme âgé de 35 ans environ, à l'air mystique et portant un pentacle, l'avait fixé longuement, très longuement. Elle aurait voulu lui parler
n'osa pas l'approcher, et pourtant elle avait l'impression qu'il n'était pas là par hasard, peut-être un signe de l'univers pour l'encourager. Décidément, elle attendrait Noël. Oui, elle attendrait. De plus, elle avait du mal à comprendre ses parents, éternellement négatifs. Elle avait souvent du mal à comprendre leurs réactions, comme la nécessité de prendre connaissance d'un mail un dimanche soir à 18 h plutôt que le lundi matin à 9 h. Désopilant, pathétique. Mais il y avait quelque chose qui la tenait en haleine. Elle avait le sentiment que Rodolphe lui cachait un secret de famille, un secret probablement en rapport avec son père. Était-il un enfant adopté? Il ne ressemblait ni physiquement, ni moralement aux autres membres de la famille, comme dépeint par ses propres mots. Rodolphe était mystérieux, peut-être même inquiétant parfois pour son entourage proche. Tout du moins, c'est comme ça qu'elle le voyait, le ressentait. Elle se rappelait un jour, il lui avait dit: dans cette famille, quand tu es diplômé, on t'offre un pied à coulisses. Dans cette famille, comme s'il venait d'ailleurs. Il venait d'ailleurs. Elle aussi d'ailleurs. Elle n'avait pas du tout l'impression d'appartenir à cette famille, comme s'il y avait eu une erreur d'aiguillage. De toute manière, elle se rappelait de tout ce qu'il s'était dit durant toutes ces années, voire même de ses tenues vestimentaires. Ils étaient différents, et la source ne les avait certainement pas choisis par hasard. Les parents non plus n'étaient pas choisis par hasard. Ceux de Katia étaient bien ancrés dans leurs anciennes croyances, ceux de Rodolphe dans la réussite sociale. On apprit un jour à Katia le dicton suivant: le hasard est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Trop facile, rétorqua Rodolphe quand elle le lui dit. Évidemment, pour le scientifique qu'il était, tout cela n'avait pas de sens. Tout du moins, était-ce sa façon à lui de se protéger des forces extérieures? L'invisible lui faisait peur. Cela dit, elle aussi était très différente des membres de sa famille. Ce soir-là, elle ne s'endormit pas d'épuisement après avoir déversé un torrent de larmes, mais en repensant à l'homme tout de noir vêtu, avec un pentacle. Elle se rendrait à nouveau dans cette discothèque. Son côté mystique l'intriguait. Chapitre 12, novembre, partie 2, de la nuit de l'âme, qui se nomme l'éveil des sens. Des obligations familiales avaient contraint Rodolphe à quitter sa ville d'adoption du moment. Elle ne l'aurait pas au téléphone cette semaine-là. Elle ne pourrait pas entendre le son vibratoire de sa voix qui produisait sur elle un effet magique qui lui permettait de s'endormir directement, paisiblement, comme un nourrisson. Le nourrisson qui se nourrit du lait de sa mère, elle qui se nourrissait de la voix de l'âme de Rodolphe. Mais pourrait-elle lui parler la semaine suivante? À ce stade, elle n'en était pas sûre. Peut-être resterait-il auprès de sa famille. Décidément, la source frappait fort, toujours plus fort, insupportable. Un mois sans l'entendre, cela ressemblait à une éternité. Elle fit des rêves étranges. Ils vivaient ensemble, au temps des Gaulois, au 5e siècle, après Jésus-Christ. Ils avaient 30 ans. Il la quitta en lui promettant de revenir. Ils étaient pauvres, probablement des paysans. Elle fit un second rêve dans une atmosphère 18e siècle. Elle était bourgeoise. La salle à manger était richement décorée, avec des bougeoirs et des mets savoureux étaient posés sur la table. C'était un cousin éloigné de la famille. Il était de loin son aîné. Les parents de Katia ne voulaient pas qu'ils se fréquentent. Elle avait réussi à ouvrir ses mémoires akashiques. Mémoires akashiques, concept ésotérique créé en Occident par des théosophes à la fin du XIXe siècle, source Wikipédia. Les lois de l'univers, Katia commençait à en connaître certains rouages. L'homme a tellement de choses à apprendre, à comprendre. Une vie ne lui suffirait pas.
Elle décida d'écrire et d'écrire encore et de dévorer des livres en attendant le retour de Rodolphe. Mais alors, qu'en serait-il de leur avenir à notre époque? Ils étaient à leur troisième incarnation d'âme, la dernière. Qu'allait-il devenir? Qu'allait-il devenir tout cet amour pur et sincère, enfoui au plus profond d'eux-mêmes depuis des années, car ils l'aimaient autant qu'elle l'aimait. Elle le savait, mais il n'arrivait pas à lui dire. Consciente de la puissance de sa spiritualité, Katia s'exerça quelque peu à la magie blanche, à l'aide d'un manuel, mais elle ne fut pas passionnée. Elle avait un don, mais ce n'était pas celui-ci qu'il fallait qu'elle développe. Elle faisait de nombreux rêves prémonitoires, à vrai dire. C'était peut-être plus un don de clairvoyance. Un jour, elle dit à Rodolphe, ce dernier venant de lui annoncer qu'il avait eu des relations charnelles avec une amie, comme si elle ne le savait pas, sadique en plus, si je ne te vois pas avant tel jour, on le gardera secret pour plus de discrétion, je t'enverrai quelque chose. Seules deux adresses étaient à son nom dans sa ville de province. L'une portait le nom de Camille Claudel. Cet artiste, égérie de Rodin, était également sa flamme jumelle. Elle était donc sûre que c'était la bonne. Elle en eut la confirmation. Connaissant son appétence pour l'écriture, il s'imagina 10 pages d'écriture reliées avec des spirales. Elle s'esclaffa en y repensant. Non, ce n'était pas son intention. 2 ou 3 phrases suffiraient largement. Pas besoin de romans entre eux, plus à ce stade. Elle savait qu'il aimait lire. C'était un moment magique pour lui, un instant durant lequel il était dans sa bulle, lui et elle. C'était une relation à part, une relation hors norme. Cela n'avait pas changé. Quand elle le lisait à son tour, le temps s'arrêtait. Elle relisait ses messages plusieurs fois. Elle savait qu'il en faisait de même. Elle pour le plaisir, lui pour l'analyse. Il la lisait donc toujours avec autant d'avidité, sans répondre, même pas pour la réponse positive de l'éditeur. Il y aurait beaucoup à pardonner lors de leur retrouvailles. Comment pouvait-il être aussi charmant lors des appels téléphoniques si durs parfois? Elle écrivait, il parlait. C'était leur manière de fonctionner. Nuit de pleine lune en taureau, signe astrologique de nos flammes jumelles, et Katia, au lieu d'être énervée comme les autres soirs de pleine lune, était anéantie, à terre, au sens propre comme au sens figuré. Ce soir-là, elle s'endormit à même le sol, sur le carrelage de la salle de séjour. La source frappait fort, très fort. Qu'avait-elle donc fait pour mériter souffrir autant? Pourtant, elle a vu une lueur d'espoir avec cet éditeur qui lui avait répondu positivement pour un récit écrit 2 ans auparavant, récit axé sur le monde du travail. Même ce fait positif n'arrivait pas à la satisfaire ce soir-là. Rodolphe lui manquait, à l'instar d'un héroïnomane qui n'avait pas eu sa dose. Sa voix lui manquait furieusement. Combien de temps allait-elle tenir comme ça? Elle repensait au testament qu'elle avait préparé, s'était fixé des dates, des échéances. La première date correspondait à celle de l'envoi du cadeau dont on tiendra la nature secrète, qu'elle lui avait fait pour tout le temps qu'il lui avait consacré, l'énergie qu'il avait dépensée. Pour elle, il l'avait enrubanné, gardé à vue. La seconde date correspondait à son suicide, le 25 décembre. Noël sans lui ne serait pas Noël. L'idée lui était insupportable. Elle avait vu défiler les saisons, aux couleurs des feuilles changeantes, feuilles déployées sur les arbustes le long de l'allée du chemin qui se trouvait devant la fenêtre de sa cuisine. D'autres maisons d'édition lui apportèrent des réponses favorables. Elle s'empressa de prévenir Rodolphe. Elle l'imaginait en joie, avec l'esquisse de son petit sourire, et passant à autre chose en l'espace de 10 secondes. Il était devenu son persécuteur. Il daigna quand même la féliciter pour le succès qu'elle remporta, tout en l'informant qu'il avait beaucoup de travail, traduction,
Je n'aurai pas le temps de te parler cette semaine. Elle connaissait tous les rouages de son langage. Ils avaient communiqué par téléphone toutes les semaines, puis tous les 15 jours, et là, il voulait un mois d'écart, si ce n'était pas plus. Il l'avait félicité, et ce n'était pas rien venant de sa part. Rodolphe n'était pas un homme à jeter des fleurs aisément. Il fallait que cela soit mérité, hautement mérité. Les roses-croix ne jettent pas de perles aux pourceaux, ni de roses aux ânes. Les noces chimiques, Christian Rosenkreutz. Une femme en instance de divorce qui réussit un tel exploit ont touché presque les étoiles. Il était en admiration. Mais cela ne lui suffisait plus. Elle souffrait trop. Elle décida de ne pas lui répondre. Elle attendrait un nouveau signe de sa part. Elle écoutait du Bach et autres sonates dignes de mélodies d'accompagnement des obsèques des plus grands de ce monde, et l'Alléluia de Jeff Buckley, particulièrement émouvant. Les ténèbres, la nuit noire de l'âme, et dans ce même temps, elle devait supporter les réflexions acerbes de son entourage, l'ignominie de son mari, qui lui devait de l'argent donné qu'elle ne verrait jamais venir. Son fils Igor lui manquait. Elle n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. Une petite voix lui soufflait de garder espoir. Elle savait qu'il allait revenir. Elle ne se suiciderait pas le 25. À cette date, la vente de Siving serait effectuée, mais pas de la maison de sa grand-mère dont elle avait hérité. Son testament aurait été caduc. L'univers travaillait pour elle. Le moment n'était pas encore venu. Katia devait remanier quelque peu ses premiers écrits. Elle devait voir son succès ou sa déchéance. Elle indiqua ses consignes pour la première de couverture. L'image était dans son cerveau depuis longtemps. Elle prit conscience que Rodolphe était devenu sa seule raison de vivre pour le protéger, l'élever au plus haut niveau à son tour. Katia savait qu'ils se réaliseraient dans le paradigme du travail. Ils avaient une histoire à vivre ensemble, peu importe le temps que cela durerait. Ils ne se quitteraient pas fâchés, car on ne détruit pas le lien qui unit les flammes jumelles. Katia devra s'attendre à des silences de temps à autre, c'est tout. Elle devenait de plus en plus nerveuse, fumait trop, beaucoup trop. Elle décida donc de se venger sur le chocolat. Elle prit du poids, lui buvait trop, beaucoup trop. Mais Katia aimait Rodolphe d'un amour inconditionnel, quoi qu'il fasse. Elle était irrévocablement amoureuse de lui, mais pas comme on l'entend dans une relation ordinaire. Elle se sentait enchaînée à lui, et pour une raison qu'elle ignorait, elle savait qu'il ressentait la même chose. Il devait se poser moult questions sur les conséquences d'une telle liaison, mais Katia savait qu'il avait la force, sa force mentale, cette force mentale qu'elle n'avait encore jamais discernée chez aucun être humain. Il faudrait du temps, beaucoup de temps. Et elle continuait à lui parler chaque soir. Il était triste parfois, car il ressentait ce qu'elle ressentait. C'était indéniable. Les flammes jumelles ont un lien d'âme. Elles sont liées par le cœur et l'esprit, le roi, l'âme, la reine. Les noces chimiques, Christian Rosenkreutz. Fin novembre. Rodolphe envoya un SMS à Katia avec des phrases bien faites et des ponctuations à l'instar du mois de juillet. C'était probablement le début de la fin de la nuit noire de l'âme. Elle reprit espoir. Elle ralluma ses bougies et se mit à rêver de son retour, même s'il n'était vraiment jamais parti. Elle cherchait à nouveau les sensations de la télépathie, des ressentis, la connexion. 30 novembre, dernier jour du mois 11. Elle essaya de l'appeler, comme elle en avait exprimé le désir. Pas de réponse. Il avait bloqué son numéro de téléphone. Alors elle lui envoya un message qu'il lut très rapidement, comme à l'accoutumée. Que lui reprochait-il? Elle lui avait dit qu'elle lui enverrait quelque chose si elle ne le voyait pas avant une date précise, date du jour de sa fête. Mais ce n'était pas un ultimatum, c'était plutôt bien intentionné, mais elle pensa que cela avait résonné différemment en lui. Quel gâchis! Elle essaya de le contacter à nouveau le lendemain.
Le numéro de téléphone de Katia a été débloqué. Comme il est surveillé, pensa-t-elle. Mais il sonna dans le vide. Elle prépara un long message. Elle ne voulait pas lui envoyer de courrier ni de mail. Elle ne voulait pas qu'il ait d'ennui. Un message qui ressemblait plutôt à une lettre dans laquelle elle lui donnait de ses nouvelles. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour tous ceux qui sont sur ce parcours tortureux et souffrant, vous pouvez écouter Christian, le journal d'un alchimiste, sur YouTube, et Perle Voyance également sur YouTube. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de me suivre. Et j'espère que vous allez liker ces 2 chapitres qui sont primordiaux pour tous les liens de flammes jumelles, même s'ils sont tous différents. Merci, bonne soirée, je vous embrasse.